Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 28e webinaire des rendez-vous de la COP éducative Brésil. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui en ce mercredi 28 octobre. Ah, c'est drôle, webinaire 28 octobre. On va attendre comme d'habitude quelques petites minutes pour accueillir nos derniers participants et nous commencerons le webinaire à 11h05, heure de Brasilia. Donc, il est 11h05. Si cela vous va, on va peut-être commencer pour ne pas commencer trop en retard. Bonjour à toutes et tous de nouveau et bienvenue dans ce 28e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Bernard Dufeu qui va nous parler de vivre la langue étrangère à travers une pédagogie de la relation. Je laisserai dans un deuxième temps Adriana Daventure présenter plus amplement Bernard Dufeu. Pour ma part, donc, je suis Marjorie Ponce, chargée des certifications et des formations à l'ambassade de France au Brésil. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Ingrid Pérez et Valdemar Oliveira, qui sont tous deux animateurs IF Pro Brésil, que vous connaissez sûrement déjà. Pour vous rappeler quelques petites considérations techniques avant de commencer. Donc, pour celles et ceux qui ont demandé un certificat, n'hésitez pas à laisser votre caméra allumée tout au long du webinaire, à vous renommer afin que votre prénom et nom apparaissent intégralement. Et soyez attentifs à la fin du webinaire puisqu'un mot mystère vous sera délivré sur le chat et sera nécessaire à indiquer dans l'enquête de satisfaction pour obtenir le certificat. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Adriana Daventure, l'attachée de coopération pour le français à Rio, présenter en quelques mots Bernard Dufeu. Bon, bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis à Rio de Janeiro et là, comme disait Marjorie, c'est génial vraiment de voir des collègues du monde entier. Et donc, nous avons vraiment un grand plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous, avec nous, Bernard Dufeu. Et pour clôturer en plus le mois de Meu Festivalzinho 2020 au Brésil. Bernard, qui est un mentor, ami, collègue, et il va aujourd'hui nous faire vraiment vivre la pédagogie de la relation. Où le plus important, c'est que là, on met en avant la relation et le participant de la classe, l'apprenant en avant. Et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui avons suivi et de près Bernard Dufeu et à travers des formations, des ateliers, des articles, des publications. Et nous adhérons tous à cette pédagogie qui, j'espère, fait vivre nos classes et que j'espère que soit on le fait déjà, soit on va le faire dorénavant, de justement mettre en avant la relation et les participants, la pédagogie de l'être en avant dans la classe. Merci Bernard d'avoir accepté cette invitation et pour les rendez-vous de la coopération éducative. Et j'imagine que Marjorie, à la fin de ce webinaire, va nous annoncer tout le programme du mois de novembre et qui va être riche aussi, où on va rencontrer encore des collègues, amis, des spécialistes dans le didactique et nous serons ravis de vous accueillir, de continuer à vous accueillir dans ces rendez-vous. À toi Bernard et bienvenue. Bienvenue au Brésil, bienvenue dans le monde. Merci Adriana. Donc je vais commencer d'abord par dire bonjour à toutes et à tous et puis vous remercier pour votre présence qui pour moi témoigne de votre engagement à la fois professionnel et personnel. Donc, merci à Adriana de m'avoir invité sur ce thème. Et puis, merci à Marjorie pour toute l'aide qu'elle m'a apportée pendant les semaines qui ont précédé mon premier webinaire. Pourquoi est-ce que je propose cette présentation? C'est parce que dans la majorité des cas, l'enseignement des langues est axé sur l'usage d'un manuel. Et il y a en parallèle un certain nombre d'approches qui ont
essayer d'autres voies et qui ont d'autres pratiques. On peut prendre nos distances par rapport à ces approches, mais il est aussi un peu possible d'aller voir ce qui s'y passe et d'utiliser certains ou d'adapter certains de leurs fondements et puis d'utiliser certaines de leurs pratiques pour élargir notre palette. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qui pousse dans le jardin du voisin. Et je vais commencer directement par une petite remarque préliminaire. 2 secondes. Qui va relativiser ma présentation. Parce que plus que sur des fondements logiques, c'est essentiellement, je pense, en fonction de critères personnels que nous choisissons une approche pédagogique. J'entends par là que nos attirances et nos rejets sont liés à notre mode d'éducation, de formation, nos expériences d'apprentissage, nos besoins profonds de sécurité, de contrôle, notre degré d'ouverture par rapport à soi, à l'autre, à l'étranger, et puis aussi par notre conception non seulement de l'apprentissage, mais aussi notre conception de l'homme et de la vie. C'est-à-dire que ça va au-delà d'une simple décision logique. Donc, il s'agit pour moi de vous faire simplement partager quelques réflexions sur une approche possible des langues étrangères. Il avait été annoncé beaucoup de pratiques, j'ai fait un petit correctif, je voudrais vous donner les fondements parce que, comme disait Kurt Lewin, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, mais j'aimerais en même temps vous présenter quelques exercices pour illustrer ce que j'essaye de présenter théoriquement. Donc, à chacun de prendre ce qui lui est utile en fonction de sa conception de l'enseignement et de sa pratique de l'apprentissage des langues. J'ai choisi comme plan de présenter une opposition entre la pédagogie de l'avoir et pédagogie de l'être. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par là. Puis, quels en sont les représentants? Parce qu'il y a, je dirais, différents rameaux qui relèvent de cette pédagogie. Et puis, ensuite, sur quelle conception de l'acquisition cette pédagogie repose. Et puis, à partir de, je présenterai un enchaînement pratique, c'est-à-dire quelles pourraient être les étapes possibles lorsqu'on veut faire un exercice qui relève de cette tendance pédagogique. Il y a 2 orientations. La pédagogie de l'avoir qui est centrée sur les contenus et sur les objectifs. Elle est plus souvent présentée par l'intermédiaire d'un manuel et dans cette pédagogie, la langue va être apprise. C'est ainsi que j'ai commencé par enseigner l'allemand et le français, l'allemand en France et le français en Allemagne. L'autre courant est orienté vers les participants et le groupe. Et elle propose une pédagogie non plus de l'objectif, mais une pédagogie du chemin. Et je qualifie cette pédagogie de l'être parce qu'elle place l'individu au centre du processus d'apprentissage. C'est ainsi que nous avons appris notre langue maternelle. C'est ainsi que nous développons nos connaissances lorsque nous sommes à l'étranger. C'est ainsi que nous élargissons aussi nos connaissances lorsque nous écoutons la radio, la télévision ou lorsque nous échangeons avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle ou non. Mais ces 2 types de pédagogie vont conduire à 2 modes de relation à la langue étrangère. D'abord, la pédagogie de l'avoir qui va être essentiellement consciente, qui va beaucoup faire travailler l'intellect, va nous conduire à un savoir. Et la pédagogie de l'être, qui va non plus avoir comme chemin un apprentissage conscient, mais un processus d'acquisition, va nous conduire à une connaissance. Pour expliquer la différence entre le savoir et la connaissance,
J'aimerais prendre, oh pardon, je me trompe, veuillez m'excuser, je veux retourner, hop, voilà. Pour comprendre cette différence entre le savoir et la connaissance, il suffit de prendre notre relation avec un pays étranger. Si je lis un livre sur ce pays et sur ses habitants, je vais acquérir un savoir. Si par contre je me rends dans ce pays, que je suis en contact avec ses habitants, je vais avoir une connaissance. Ce sont deux types d'approche et d'appropriation qui sont tout à fait différents. L'un est beaucoup plus centré sur l'intellect, l'autre va englober la personne, en particulier aussi avec son affectivité, puisque nous serons en relation. Donc, un des problèmes qu'on va avoir avec la pédagogie de l'avoir, veuillez m'excuser, voilà, c'est une double aliénation. Je ne vais prendre qu'un point parmi celui qui me semble le plus important. Aliénation est pris ici au sens du petit Robert quand on dit que tout processus par lequel l'être humain est rendu étranger à lui-même. Et cette double aliénation va venir du fait que les contenus vont être décidés, déterminés par les lecteurs des maisons d'édition. Ils jouent un rôle important, je peux le dire par expérience, et les directives aussi ministérielles, et puis par les auteurs de manuels. Et cette double aliénation va faire que ça ne va pas être ma langue, c'est normal, c'est la première aliénation puisque c'est une langue étrangère, mais aussi ça ne va pas être ma parole, puisqu'on va me faire utiliser en grande partie, sauf nous pourrons le voir dans la phase de transfert, des choses que je n'ai pas obligatoirement envie de dire. Donc, ce qui va faire aussi que les textes des manuels représentent souvent pour le participant un intérêt très relatif. On est là pour utiliser des formes qu'on doit apprendre. Et cette aliénation va avoir un impact sur la relation à la langue et surtout sur la rétention mémorielle, c'est-à-dire sur ce que je vais retenir, et puis aussi, ce qui est important, sur la motivation. Et cette aliénation, cette double aliénation fait que l'apprentissage des langues, très souvent, s'adresse aux apprenants qui disposent d'une bonne mémoire sémantique, qui sont capables de retenir des contenus abstraits, et elle a donc un caractère élitaire. Et c'est donc un des principaux problèmes qu'on peut rencontrer, car elle laisse beaucoup de gens au bord du chemin. Je vais rentrer maintenant dans la pédagogie de la relation. Quand j'ai parlé de pédagogie de l'avoir et de la pédagogie de la relation, des pédagogies de l'être, pardon, la pédagogie de la relation est un des éléments qui illustre la pédagogie de l'être. Il y en a d'autres. Alors, où est-elle présente? D'abord, dans les simulations globales, et je nomme ici Jean-Marc Carré, Francis de Bizère, Francis Siège, c'est-à-dire les pionniers qui au Belk ont développé les simulations globales. José, qui est là, est un spécialiste des simulations globales au Belk. Les activités théâtrales ouvertes. Il y a des activités théâtrales, par exemple, qui proposent d'apprendre les textes d'une pièce de théâtre. Cela a sa valeur, je ne la mets pas en doute, hein. Mais simplement, dans le type d'approche dont je parle maintenant, il y a d'autres approches théâtrales qui stimulent l'expression des participants. Parfois, d'ailleurs, ceux qui préparent une pièce de théâtre développent aussi cet aspect dans leur préparation des textes. Et puis, il y a un certain nombre d'activités qui stimulent la créativité des participants. Et ces activités, vous pouvez les trouver un peu partout. Je dirais presque hélas, parce qu'il serait bon d'avoir un manuel qui rassemble ce type d'activités. J'ai nommé quelques maisons d'édition, Clé internationale dans la série didactique des langues. Vous trouvez ici et là des activités qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler l'approche de la relation, où c'est un cadre qui est donné, on va voir tout de suite le principe, un cadre qui est donné, et à partir de ce cadre, les participants vont s'exprimer. Chez Hachette, dans Pratique de classe et la collection F,
aux presses universitaires de Grenoble, les outils malins. Et puis, il y a les Anglais qui sont très, très productifs dans ce domaine. Je pense à Tessa Woodward, Marie-Aurine Volucri et beaucoup de gens de Canterbury et d'ailleurs. Et ces 3 maisons d'édition, OUP, CUP et Longman, présentent un grand nombre d'exercices, à côté d'exercices très traditionnels, un grand nombre d'exercices qui vont dans ce sens. Dans le domaine des approches dites non conventionnelles, vous avez 2 approches, l'approche communautaire de Charles Curran et la psychodramaturgie linguistique, que ma femme et moi développons depuis 43 ans maintenant, qui sont complètement axées sur la pédagogie de la relation. Je vais rentrer maintenant dans quelques, je dirais, lignes directives. C'est des observations sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Qu'est-ce qu'essaye de respecter la pédagogie de la relation? La première, c'est qu'elle essaye de tenir compte des fonctions du langage. C'est notre objet, le langage. Mais qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on l'enseigne? Il ne faut pas oublier que le langage a contribué à notre développement à la fois physique, affectif, intellectuel, social et spirituel. Et par spirituel, je comprends ici le sens de la conception, au sens de la conception de l'homme et de la vie, pas au sens religieux du terme comme on l'utilise souvent. Donc, il est important de tenir compte des fonctions du langage. Et, car enseigner une langue, ce n'est pas une matière innocente. Elle a contribué à notre développement personnel et psychologique et social. Et il est important de lui redonner sa place à tous ses niveaux. Le langage ne se réduit pas à une activité intellectuelle, de neurones ou à un savoir que l'on découpe et qu'on organise pour le transmettre. Le langage a un impact sur notre vie psychique et sociale, comme je le disais tout à l'heure. Cette citation met en relief l'importance du langage dans notre existence. Il y a un lien entre la langue et l'être. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Jacques Lacan parle de par-être, en un seul mot, lorsqu'il parle de la fonction qu'a le langage, non, lorsqu'il parle de l'homme tout simplement, lorsqu'il le qualifie. Alors, je reprends les 2 citations de tout à l'heure de Roland Barthes pour bien marquer que ce n'est pas seulement une activité intellectuelle, et même au niveau intellectuel, ce n'est pas innocent. Et puis, cette citation de Heidegger dans Lettres sur l'humanisme, c'est la traduction en français de ce livre. Intéressant, même si Heidegger a eu, disons, une attitude parfois un peu plus qu'à critiquer lors du Troisième Reich. Donc, je passe maintenant au double niveau de communication. Et en communication, il est important de faire attention au fait qu'il y a ce qui est dit et puis ce qui est exprimé. Parfois, je fais faire aux enseignants une présentation d'eux-mêmes à partir d'un certain schéma, puis je leur demande de se présenter à une deuxième personne, et pour cette deuxième personne, je leur dis, maintenant vous allez essayer de faire attention non pas à ce que la personne dit, mais ce qu'elle exprime. Pour concrétiser cela, j'ai trouvé un jour un texte curieux sur l'utilisation du langage chez les hommes et les femmes. Et il y avait un exemple qui m'a marqué. C'était un jeune homme et une jeune femme qui se trouvaient à la terrasse d'un restaurant. C'était le soir, il faisait bon, le repas était agréable et la femme a voulu marquer que son sentiment de bien-être. Et elle avait le verre de vin à la main, elle goûte un peu au vin ou elle boit un peu de vin et dit « le vin est bon », voulant dire par là « c'est une très belle soirée que nous passons entre nous ». Et l'homme prend son verre de vin, boit le vin, dit « ouais, ça va ». Il était passé à côté du message.
Et ce n'est pas toujours facile de décoder ce message. Et ça demande pour nous aussi, en tant qu'enseignants, un entraînement de ne pas écouter simplement ce que les linguistes appellent le dénotatif, c'est-à-dire le sens des mots, mais leur signification. Et dans une pédagogie de la relation, quand c'est la communication qui est au centre, automatiquement, ce niveau de l'expression va même dominer, je dirais, par rapport au niveau du sens des mots employés. Autre élément, la double dimension d'apprentissage. Pour cela, je voudrais prendre l'exemple d'un danseur. Lorsqu'un danseur se prépare à une danse, il ne fait pas que connaître les pas de la danse et les figures de cette danse qu'il doit exécuter. Un bon danseur va développer un tas de qualités qui vont lui permettre de donner à cette danse sa véritable expression. Et il va avoir tout un entraînement qui concerne par exemple la souplesse du corps, la capacité d'observation, la sensibilité, s'il danse avec quelqu'un d'autre ou avec un groupe, la capacité d'écoute et de perception de l'autre ou des autres, la capacité de synchronisation. Donc vous voyez que nous avons un tas de qualités qui sont là sous-jacentes et qu'il doit développer pour pouvoir s'exprimer dans cette danse et lui donner toute sa qualité. Nous pouvons déplacer ou plutôt transposer ce double niveau à l'apprentissage des langues. Le schéma paraît un peu compliqué comme cela, mais je vais vous l'expliquer et vous pourrez, lorsque vous aurez le document PowerPoint, vous pourrez revoir ça calmement. Moi, j'ai appris en tant qu'enseignant à développer ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau que j'appelle pour le niveau de surface. J'ai repris les termes de Chomsky, structure de surface et structure profonde. Et là, à ce niveau de surface, enseigner, oh pardon, excusez-moi, enseigner, il faut que je montre mais sans appuyer. Enseigner une langue, c'était enseigner en premier sa grammaire à mon époque, le lexique bien sûr, très peu la prononciation, qui relève pour moi d'une grande importance dans la familiarisation avec la langue, et puis surtout sur le plan culturel, la littérature. Mais il y a, comme pour le danseur, il y a un autre niveau que nous devons développer. Et très souvent, les gens qui sont dits doués pour les langues sont des gens qui ont développé des choses à ce niveau-là. Vous avez en particulier la réceptivité, c'est-à-dire la présence, la concentration, la perception fine. Quand, par exemple, dans un exercice de prononciation, je développe une perception détaillée de petites différences, je développe aussi chez lui une attitude pour observer des petites différences dans la structure de la phrase ou bien dans la façon dont un mot est construit. C'est-à-dire que je le prépare aussi en même temps à la grammaire et au lexique. C'est-à-dire que ce que je développe ici, à ce niveau-là, va se répercuter très souvent à ce niveau-là directement. Je vais, pour illustrer ça, prendre un petit exemple, et c'est là que Marjorie va entrer en scène. On va prendre un petit exemple qui est un miroir des lèvres. Je vais expliquer ce qu'on va faire et je préviens tout de suite, il y a un petit problème qui n'est pas lié à Marjorie, mais qui est lié à la technique. Parce que lorsque nous avons fait les essais hier, alors que dans une pièce, nous arrivons à une synchronisation, ici, nous allons avoir un décalage. Et nous allons tranquillement laisser ce décalage parce que normalement, le participant, lorsqu'il entre dans cet exercice, arrive à parler en même temps que la personne qui est en face. Là, ça va être moi dans l'animation, mais vous pouvez le faire avec des groupes de 2 en classe. Alors, l'exercice va être le suivant. Je vais prendre une petite phrase en français que je vais d'abord exprimer, n'en exprimer que l'articulation. Vous voyez, que l'articulation.
Et Marjorie va essayer, je vais répéter cette phrase, elle va l'observer peut-être 2, 3 fois, 4 fois, puis peu à peu, elle va essayer de rentrer dans mon articulation. Et puis, je vais ensuite, dans un second temps, chuchoter. Et dans un troisième temps, je vais dire ces mots. Et Marjorie, au fur et à mesure, chuchote, puis dit. Donc, on va commencer l'exercice. Alors, pour cela, vous retirez les caméras, c'est ça? Oui, exactement. Pour qu'on partage l'écran tous les deux. Donc, s'il vous plaît, désactivez votre caméra. Je suis prête, Bernard. Oui. Alors, vous pouvez faire l'exercice en même temps que Marjorie. Hein, il n'y aura pas de problème. Alors, je suis ici avec toi. 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 Je suis ici avec toi. Ça va, merci. Vous pouvez remettre vos caméras si vous voulez. Alors, quelle est la fonction de cet exercice? Tout à l'heure, je peux retourner dans le tableau, pardon, 2 secondes. Vous avez ici, dans la réceptivité, développé la présence, l'écoute, la concentration. Un tout petit exercice comme ça, et il y en a d'autres, un tout petit exercice comme cela, tout simple, peut permettre de développer un peu la présence, la concentration, l'observation précise, l'écoute précise. J'insiste sur le mot précis parce qu'apprendre une langue étrangère, c'est un travail de précision. Sur le plan linguistique, quand vous chuchotez, vous renforcez l'articulation. Donc, le français articule énormément, hein, beaucoup plus que certaines autres langues, quand vous comparez par exemple à l'anglais. Donc, et puis, vous rentrez dans la motricité de la langue, dans ce qu'elle a de particulier. Parce que l'articulation, ça joue aussi au niveau rythmique. C'est en même temps au rythme, un entraînement à le rythme. Quelques aspects relationnels aussi, vous pourrez relire ça tranquillement. Pour des raisons de temps, je vais passer à la chose suivante. Et ensuite, donc, je vais continuer avec un autre type d'exercice, comme j'y suis. Ici, vous avez, chacun est sa propre référence. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je mets chacun est sa propre référence. Nous avons beaucoup travaillé en cours intensif. Et ce que nous remarquions souvent chez un certain nombre de participants, c'est qu'ils avaient des problèmes parce qu'ils prenaient toujours le meilleur du groupe comme référence. Il y a très longtemps, j'appelais ça le syndrome de Boris Becker. Quand c'était le meilleur joueur du monde en tennis, il y avait des gens qui n'étaient jamais contents de ce qu'il faisait en tennis parce qu'il n'était pas aussi bon que Boris Becker. Aujourd'hui, ce serait, je ne sais pas, quels sont Lendl, c'est ça, je crois, dans les joueurs de tennis mondiaux actuellement. Donc, les autres prenaient comme référence le meilleur, très souvent. Et ils étaient continuellement dans un, je dirais, comment dire, dans un état de... ils ne donnaient pas tout ce qu'ils auraient pu donner. Ils étaient un peu en veilleuse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et j'ai cherché comment essayer de les rendre sensibles à ça. Et entre autres, j'utilise certains poèmes. Et là, je vais vous proposer un petit poème que j'utilise dans un cas pareil. J'en ai 3 ou 4 de ce type pour ce type de problème. Et les poèmes, en général, je les accompagne toujours de gestes qui sont liés soit au rythme, soit à la mélodie, soit aux deux. Je vais dire le texte et puis après, je vais le dire phrase par phrase et je vais vous proposer de le reprendre. Chacun son rythme. On voit oui, avec la... Oui.
chacun son rythme, toi le tien. Ah, il faut que je me recule, je crois. 2 secondes. Chacun son rythme, toi le tien, lui le sien, moi le mien. C'est tout, c'est simple. On va le reprendre ensemble. Chacun son rythme, toi le tien, lui le sien, moi le mien. Chacun son rythme, toi le tien, lui le sien, moi le mien. Voilà, merci. Ce processus d'acquisition et d'apprentissage, tout ce que je fais dans le développement des compétences, si vous voulez, profondes, va avoir un rôle dans la vie à l'extérieur. On ne peut pas séparer ce qu'on fait souvent, l'apprentissage et la vie. La vie est un apprentissage et l'apprentissage est une vie aussi en soi. Donc pour l'enseignement, il s'agit d'éduquer au sens de exduquere plutôt que d'enseigner en fait. 4e point, l'importance de la relation à la langue. Alors là, j'aimerais, c'est une banalité, mais c'est une banalité importante. Il y a quelques années, je travaillais avec un groupe de professeurs en Suisse, au bord du lac Léman, et il y avait une professeure d'allemand, Stéphanie. Stéphanie nous raconte un jour, parce que c'était une formation sur 6 week-ends, elle nous raconte un jour qu'elle a eu la télévision dans sa classe, que les journalistes ont donc fait un film sur son travail et ont interviewé ensuite les enfants. Et vous savez, l'allemand en Suisse romande, ce n'est pas une langue qui est particulièrement acceptée. L'un des journalistes demande à un enfant, c'est pas trop difficile pour toi l'allemand? Et l'enfant lui répond, c'est pas difficile quand on aime. Et si on réussit à transmettre cette relation positive à la langue, l'apprentissage des structures et l'apprentissage du lexique se passera plus facilement. Je vous donne cette petite phrase de Yasmina Khadra, un auteur algérien très connu en France. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, c'est une belle illustration. Quand on a une relation positive à la langue, le reste peut suivre. Donc, il est important de développer cette relation positive. Et si on développe cette relation positive, la motivation va être développée. Et si on développe la motivation, cette motivation va, si vous voulez, catalyser la volonté. Parce qu'un enseignement qui est fondé sur la volonté est un enseignement qui est à court terme. Et si regardez au début de chaque année, lorsque l'on a de bonnes intentions et qu'on veut arrêter de fumer ou bien qu'on veut maigrir, s'il n'y a que la volonté, qu'il n'y a pas une motivation derrière pour la nourrir, ça ne va pas très loin. 5e point, et le principal, acquérir la langue étrangère en la vivant. C'est-à-dire qu'au lieu de leur enseigner la langue, on va essayer de leur faire vivre la langue. Et ça, c'est un des points forts dans ce type de pédagogie. Et William, déjà, posait cette question essentielle. Être ou ne pas être. Une langue vit et une langue se vit. Donc, c'est pourquoi on va leur proposer de développer la connaissance de la langue. Et je reprends ici une citation d'Albert Einstein. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information, c'est-à-dire expérimenter la langue. Et ici, cette belle phrase de George Steiner, qui est un intellectuel brillant, un Américain né en France d'ailleurs, et qui est mort cette année, au début de l'année. Je vous conseille de regarder sur Internet ses interventions. Et puis, un dernier point, une pédagogie qui est orientée vers le présent du groupe. On veut souvent les préparer à être dans le futur alors qu'ils sont. Il est important de développer une pédagogie du présent et de la présence. Or, on est continuellement, je dirais,
Le mot qui me vient n'est pas le meilleur, alors j'en cherche un autre. Tant pis, je l'utilise. On est continuellement endoctriné par une pédagogie de l'objectif. On veut continuellement préparer à être. Moi, mon objectif, lorsque j'ai un groupe, c'est de leur faire les pas suivants sur leur chemin. C'est moins ambitieux, mais peut-être plus terre à terre, mais peut-être plus proche d'eux. En écoutant une émission à la radio pendant les vacances, j'écoute souvent France Culture à ce moment-là, en faisant du jardinage ou autre chose, j'ai entendu cette phrase d'un apnéiste. Les apnéistes, ce sont, pour ceux qui ont vu Le Grand Bleu, vous voyez ce que c'est, ce sont ceux qui font de la plongée. Et je trouve que cette phrase est bonne parce que l'objectif, ça peut être dans la préparation. Mais l'objectif, il faut l'oublier quand on est dans la réalisation. Là, ce sont les gens qui comptent. Alors maintenant, passons à l'approche pratique. Je vois que le temps tourne, veuillez m'excuser. Alors, nous partons en général d'une activité cadre ou d'un document qui stimule leur désir d'expression. Et ça, on va le faire maintenant nous-mêmes. Et cette activité cadre va amener les participants à s'exprimer. Et je vais proposer à chacune et à chacun d'entre vous de devenir un personnage imaginaire dont je vais définir certains traits. Donc, c'est le moment de prendre votre feuille de papier et votre crayon et je vais vous donner les particularités de ce personnage que vous allez développer pour vous. Vous allez vous imaginer donc être un personnage imaginaire. Pour ça, voilà, hop là, pardon, il ne voulait pas réagir, maintenant il réagit trop. Vous décidez d'abord si vous êtes un homme ou une femme. Vous choisissez, c'est le moment d'expérimenter quelque chose d'autre ou un autre aspect. Votre âge imaginaire, quel âge avez-vous en tant que personnage imaginaire? Votre situation familiale, est-ce que vous avez des frères, des sœurs? Ou bien mariés, célibataires? Ça dépendra de votre personnage. Votre nationalité. Votre nom en tant que nouveau personnage imaginaire. Et naturellement, votre prénom. Si vous êtes très jeune, vous n'êtes peut-être qu'élève ou bien vous êtes étudiant, mais si vous êtes plus âgé, vous avez une activité professionnelle. Si vous êtes plus jeune, vous avez peut-être des petits jobs que vous faites comme cela. Où habitez-vous? Vos loisirs en tant que personnage imaginaire. Votre don caché. Ça va donner une dimension particulière à votre personnage. Et enfin, pardon, non, c'est l'avant-dernier. Votre plus grande qualité en tant que personnage imaginaire, profitez-en. Et puis, quel est votre personnage de conte préféré en tant que personnage imaginaire? Maintenant, je reviens à vous. Ça va? C'était pas trop rapide? J'aimerais avoir deux personnes qui se présentent l'une après l'autre en tant que ce personnage imaginaire. Deux volontaires. Donc, je vois Haïdé qui lève la main. Ah, ben alors allons-y avec Haïdé. Et je ne sais pas, est-ce qu'une autre personne est José? Je vous vois tous les deux. Bon, d'accord. On commence par Haïdé.
Bonjour Haïdé, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Merci Bernard de cette présentation. Ben, je ne suis pas Haïdé, vous vous trompez. En fait, je m'appelle Joséphine Aktapi, j'ai 80 ans, je suis célibataire et on me dit canadienne, mais je ne m'identifie pas à cette étiquette parce qu'en fait, j'habite dans la toundra. Et ma nationalité, c'est le Nishnawbe, c'est le territoire de mes ancêtres. Et pendant mes temps perdus, j'aime bien chasser le caribou, mais sans le tuer, juste pour le rattraper et le caresser. Et on me cherche souvent, même si je suis artiste visuel, on me cherche surtout parce que j'ai un don caché, je guéris par l'imposition des mains. Et ma principale qualité, c'est que je suis généreuse. J'hésite par rapport à mon personnage préféré parce que j'aime beaucoup le principe de la fée de Cendrillon, mais je trouve qu'il faudrait qu'elle donne plus d'autonomie à ceux qu'elle aide. Donc la fée autonome. Vous pouvez rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Joséphine Aktapi. Joséphine, bon, d'accord, merci. Deuxième personne, à tout à l'heure. Deuxième personne. Oui, bonjour, c'était surtout pour dire bonjour à Bernard en fait. Hein. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors bonjour, donc je suis Ernesto Campion. Je suis un portoricain, j'habite à Porto Rico et d'ailleurs et je suis très très sympathique comme vous pouvez vous en rendre compte en me regardant. Je suis malheureusement divorcé, hein, j'ai 28 ans, j'ai un frère et une sœur. Et je suis à Porto Rico, je suis naturaliste parce que la nature là-bas est très belle, donc je suis tout le temps dehors dans la nature. Je pratique le tir à l'arc, hein, pas sur les animaux évidemment, hein, sur des cibles, puisque je tuerais l'objet de mes recherches. Donc voilà. Alors je lis dans les lignes de la main, donc j'étais très intéressé par la présentation de Joséphine, qui elle soigne par l'imposition des mains, donc peut-être je ne sais pas, peut-être on pourrait monter une association ou quelque chose avec nos mains. Hein, voilà. Mon personnage de conte préféré, c'est le chat doté, bien sûr. Voilà, que j'admire beaucoup par son intelligence et comment il arrive à se tirer par ses ruses des pièges de l'ogre et rendre sa dignité à son maître. Merci Ernesto. Ce que je voudrais vous présenter maintenant, ce sont les pas suivants. Qu'est-ce que je ferai avec cela? D'abord, une petite chose à expliquer. Les gens ne vont pas disposer de tout le vocabulaire nécessaire pour leur personnage. Et à ce moment-là, j'utilise deux techniques. L'une, ce que j'appelle la technique du garçon de café, c'est-à-dire qu'on m'appelle et puis je viens et je donne le terme qui manque. Et une autre technique en particulier, quand les gens ont une activité écrite, j'utilise des petites feuilles, j'en ai pas là à ma disposition, des petites feuilles de ce format-là, ce qu'on appelle A7. Et je demande aux personnes, il y en a dans chaque qui sont réparties dans la pièce, je leur demande de mettre le mot dont ils veulent le correspondant. Et puis, ils viennent me voir, je suis dans un coin de la pièce, ils viennent me voir, je mets le mot en français et je dis comment ce mot s'exprime. Et ils retournent dans leur groupe avec ce mot-là, hein, lorsque c'est un groupe, ou bien en individuel. En individuel, je préfère le garçon de café. Mais lorsqu'ils travaillent en sous-groupe, c'est la technique que j'utilise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ceci? Vous avez eu l'étape individuelle, j'appelle ça le retour sur soi. Très souvent, pour développer la créativité des gens, le retour sur soi avec une petite activité écrite est très pratique. Donc ça, c'était la première phase que vous venez de faire. Maintenant, je demanderai aux deux personnages, à tout le groupe, de former des binômes. C'est-à-dire que dans notre cas, Joséphine rencontrerait par exemple Ernesto et Ernesto parlerait de lui-même, se présenterait, Joséphine se présenterait, ce serait la phase 2.
En phase 3, je demanderai, admettons que ce soit Joséphine ici et ici en B, Ernesto, je demanderai donc à Ernestine de présenter Ernesto aux deux autres du binôme, de l'autre binôme. Ernesto ferait la même chose avec Joséphine, et puis C présenterait D, D présenterait C, alors que dans la première présentation, vous étiez à la première personne. Ici, dans la présentation de l'autre, vous seriez, ça c'est pour ceux, les amoureux de la grammaire dont je fais partie, ce serait la troisième personne qui serait utilisée. Ensuite, comme possibilité suivante, je pourrais proposer une rencontre, par exemple, entre deux personnes ici, A et D, qui seraient soutenues par les deux autres. C'est une possibilité. Ou bien, je pourrais proposer une activité écrite en essayant toujours de faire en sorte que l'activité écrite ait un sens. C'est-à-dire que l'écrit soit utilisé parce que l'écrit peut être utile et pas simplement pour écrire. Et puis, donc, possibilité de transposition, je vous ai mis quelques possibilités ici. Pardon, non, je vous ai mis comme possibilité, c'est de ne pas utiliser obligatoirement l'exercice sur ce thème, mais de garder l'algorithme, c'est-à-dire la façon dont cet exercice est composé, c'est-à-dire commencer par un retour sur soi, rencontre à deux, puis rencontre à quatre, ce qu'on appelle la pyramide en communication. Voilà. Donc, voilà pour ce type d'activité ici possible. Et voilà, vous trouverez dans le document ce choix. Vous pouvez faire un choix parmi ce que j'ai proposé ici. Et j'utilise ici un schéma qui est un schéma des fonctions des rôles chez Jacob Lévy-Moreno, le créateur du psychodrame, où il parle de rôles somatiques, le buveur, le dormeur, etc. Mais là, ici, j'ai commencé par un deuxième type de rôle qu'il appelle les rôles sociaux, parce que c'est le plus facile à déterminer pour nous. L'activité professionnelle et le lieu de vie en font partie aussi. Et puis, vous avez chez Moreno ce qu'il appelle les rôles mythiques. Et là, j'ai pris le personnage de conte. Suivant les groupes, vous pouvez prendre quelle est la devise préférée de la personne ou un proverbe qu'elle aime bien, etc. Et puis, j'ai ajouté ici le don, c'est-à-dire un aspect personnel que j'ajoute au rôle. Ce sont les rôles ici, les trois constitutifs, et puis ici, j'ajoute celui-là. Voilà une possibilité d'exploitation. Et là, ici, vous avez donc eu l'activité cadre. C'est moi qui ai donné la ligne, parce qu'on ne peut pas être créatif sans cadre. Quand on dit que Picasso était créatif, eh bien Picasso, il avait un cadre. C'est ce cadre qui faisait qu'on disait, en voyant un dessin ou un tableau de Picasso, ah, ça c'est Picasso qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il avait développé un style, mais il avait toujours un moyen d'expression qui l'aidait à s'exprimer. Donc l'expression des participants, puis nous avons une technique qui s'appelle la recharge. Je vais la laisser. Il s'agit simplement que quand, par exemple, Ernesto et Joséphine se sont rencontrés dans la langue étrangère en tant qu'animateur, j'irai d'abord chez la personne qui se défend le mieux dans la langue des deux. Si c'est Joséphine, j'irai d'abord derrière Joséphine. Je lui demanderai de dire une phrase de sa présentation et ensuite de la rencontre qu'elle a eue avec Ernesto. Non, ce ne serait pas avec Ernesto, ce serait avec C.O.D. Une recharge, c'est-à-dire que partant d'une phrase de la rencontre qu'elle a eue, alors pour être plus clair, je retourne en arrière, 2 secondes, dans cette rencontre ici, j'irai moi en tant qu'animateur à la place de B ici, je lui demanderai de dire une phrase du début de la rencontre avec A et je développerai le dialogue qu'elle a eu en lui proposant de reprendre ce qui l'arrange. Cela la mettrait dans le rythme de la langue et puis en même temps cela élargirait ses moyens d'expression. Puis je ferai la même chose avec D. Hop là, vous voyez ma flèche, ici. Voilà. C'est ce que nous appelons la recharge. Et puis, nous avons une autre technique qui est la variation d'un paramètre. J'explique pourquoi. Quand nous avons... j'ai été influencé beaucoup par les Anglais lorsque je les voyais travailler. Ils faisaient souvent une activité communicative, les gens dont je parlais tout à l'heure, une activité communicative intéressante, puis ils en faisaient une autre, puis une autre, puis une autre. Je trouve qu'il est préférable de reprendre la même situation, mais de changer un paramètre à cette situation. C'est ce que j'appelle la reprise. Je vous donne un exemple.
Lorsque le petit chaperon rouge a rencontré le loup, je peux faire ensuite une rencontre du loup avec la grand-mère, puis le loup qui va manger la grand-mère, puis le rencontre à nouveau du loup avec le petit chaperon rouge. Là, je suis dans la linéarité. Une scène, puis une scène, puis une scène, puis une scène. Au lieu de la linéarité, je préfère reprendre la scène de la rencontre entre le petit chaperon rouge et le loup. Et là, j'ai deux possibilités. Je peux dire, par exemple, au petit chaperon rouge, si c'était un petit chaperon rouge qui ne s'affirmait pas beaucoup, je vais lui dire, la rencontre va avoir lieu à nouveau, mais là, tu es un petit chaperon rouge insolent. Je ne fais changer qu'un paramètre chez un personnage. Cela va changer automatiquement le dialogue. Ou bien, si je veux changer un paramètre chez le loup, je pourrais dire, eh bien, le loup, là, tu as mangé tout à l'heure, donc le petit chaperon rouge ne t'intéresse pas beaucoup, mais tu aimerais bien le rencontrer demain, par contre, et ce serait une autre possibilité pour toi de pouvoir avoir le repas de demain de prévu. Donc, vous voyez, changer chez un seul, ça suffit pour que beaucoup de choses changent. C'est ce qu'on appelle, pour reprendre un terme politique français, le changement dans la continuité. Il y a la continuité, c'est la même scène, mais il va y avoir, et ça sécurise, et en même temps, il va y avoir le changement à l'intérieur. Voilà. Et puis, une phase de réflexion, c'est-à-dire que lorsque il y a eu des corrections qui ont été faites, certains parfois posent des questions, ou bien lorsque je remarque une erreur se répète souvent et qu'elle pourrait, à l'aide d'une explication, disparaître de la surface, à ce moment-là, je donne l'explication. Le temps s'écoule, je vais m'arrêter là. Vous verrez la suite sur le... Donc voilà, si vous voulez, tout le schéma que vous retrouverez sur le document. Je pense qu'il est préférable que je laisse maintenant, vous verrez le reste sur le document, le document de PowerPoint. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup pour ces exercices. Oui, oui. Allez-y. Non, je le ferai après, vas-y. D'accord. Merci encore, je me répète, pour cette présentation passionnante. Il y a eu quelques petites questions sur le chat qui sont apparues durant ton intervention. Alors, je lis la question qui est apparue sur le chat de Yonara Souza Maltas qui demande les mêmes méthodologies peuvent-elles être appliquées aux élèves ayant des besoins spéciaux? Je connais peu ou pas de littérature traitant de l'acquisition et de l'apprentissage d'une langue étrangère pour ce public. Merci. Oui. Alors, lorsqu'il y a des objectifs spéciaux, ce qui se passe souvent, alors ça, moi, c'est ma réponse. Hein, retenez bien que ce n'est qu'un chemin parmi d'autres. Hein. Au début, ce que je faisais, c'est que je cherchais le vocabulaire spécialisé, les textes, etc. Ça, c'était pour moi dans l'ancienne approche. Maintenant, ce que je faisais, parce que en ce moment, je ne fais plus que de la formation, je n'ai plus le temps. Mais quand je faisais des cours, je demandais aux gens quelle situation ils voulaient maîtriser. Et je les mettais, et là c'est dans la tradition du psychodrame si vous voulez, c'est dans le jeu de rôle, mais le jeu de rôle morénien a une autre approche que le jeu de rôle qu'on trouve souvent dans les cours de langue, c'est-à-dire que je le mettais en situation et je l'aidais à s'exprimer dans la situation. Puis après, je le faisais se mettre à la place de son interlocuteur. Vous voyez, il y a des possibilités de ce qu'on appelle le renversement de rôle. Hein, et puis, quelqu'un d'autre prenait sa place. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que je pars des besoins d'expression de la personne dans une situation. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'abord déterminer la situation et pas déterminer quel est le vocabulaire qu'il doit apprendre. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Parce que besoins spéciaux, moi j'ai pensé à, par exemple, les hommes d'affaires qui ont à maîtriser certaines situations. Mais peut-être que le terme besoins spéciaux voulait dire autre chose. Yonara, peut-être, n'hésitez pas à activer votre micro pour préciser votre question si la réponse de Bernard ne correspondait pas à votre question. Oui. Bonjour. Oui. Merci. Donc c'était bon.
C'était bien cette réponse. Yonara, justement, avait posé une autre question sur le chat. Peut-être, Yonara, vous pourriez reprendre la parole parce que ça concernait une question précise sur un moment du webinaire. C'était l'enseignant peut-il répéter l'explication de cette partie de l'activité? Je crois que la partie de l'activité évoque le jeu de création de personnages, l'exercice de création de personnages, mais peut-être, Yonara, si vous pouviez… La division de groupe. La question du groupe. Oui. C'est-à-dire que quand je donne cette activité, tout le groupe fait en même temps cette activité, tout le groupe crée son personnage. D'accord? Et lorsque j'ai, par exemple, je vais ici, attendez, mince, je crois que 2 secondes, j'ai un problème technique, voilà. 2 secondes, hein. Voilà. Oui, pas de problème. Lorsque j'ai une rencontre comme cela, je peux avoir plusieurs rencontres en parallèle, mais ce qui est possible aussi, ça dépend de la taille du groupe. Je peux avoir ici 4-5 personnes derrière ce personnage et 4-5 personnes derrière ce personnage. C'est-à-dire que je peux mettre des gens qui vont être prêts en soutien. Et quelquefois, nous avons des techniques de chœur en écho, etc. Mais je laisse ça pour cela en ce moment. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que le groupe soit occupé, actif, soit en position de soutien, soit en position directe. Ai-je répondu à la question? Yonara, est-ce que c'était bien cette question-là? Oui. Très bien. Merci Yonara pour cette question et à Bernard pour la réponse. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat, donc n'hésitez pas à activer votre micro pour poser une question directement. Je vous ai donné la permission normalement d'activer vos micros, donc n'hésitez pas à le faire. Il nous reste encore quelques petites minutes d'échange avec Bernard, alors profitons-en. Je crois qu'une question d'Aïdé est apparue sur le chat. Bernard, peut-il rappeler l'adresse de son site? Ah oui, oui, ben alors attends. Si elle apparaît sur le PowerPoint, oui, comment on diffusera le PowerPoint? Elle sera sur le PowerPoint. Ah, très bien. Donc, sur le document, il y a l'adresse du site. Merci Aïdé, j'y pense aussi. Comme j'y suis, l'objectif de ce que je vous présente, c'est ceci, que chacun prenne ce qui lui convient dans ce que je viens de présenter, en fonction de vos propres conceptions d'apprentissage et de votre personnalité, parce que ça joue un rôle énorme dans la façon de travailler. Je retourne. Merci Bernard. Ici. Voilà. Est-ce qu'une autre personne souhaite faire un commentaire, une intervention? N'hésitez pas, hein, ça peut être aussi une réflexion. En général, ce n'est pas nécessairement une question, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti. Marjorie, excusez-moi s'il vous plaît. Oui, je vois Carlos, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bernard, je vous remercie de cette présentation. Je voudrais poser une question sur la motivation des élèves. Parce qu'ici au Brésil, au moins mes élèves, d'accord? Moi, je donne des classes privées. On a l'objectif de les préparer pour passer aux examens du DELF, de DALF, tous ces types d'examens-là. Et il y a des élèves qui viennent à nous juste pour apprendre la langue. Mais il y a un moment qu'on sent qu'on doit avoir un objectif avec les élèves. Et comment est-ce qu'on peut faire pour donner un objectif aux élèves, surtout les jeunes qui n'ont pas un objectif si clair? Ils veulent, on va en France faire les études, ces choses-là, mais ne savent pas bien pourquoi ils apprennent la langue. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils vous ont pensé et comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec les élèves. La motivation. C'est là qu'est le point pour moi important de créer une relation positive à la langue. C'est-à-dire, par exemple, comment expliquer cela? Je donne un exemple. Ce qui s'est passé à une certaine époque, dans les années 70-80, on a beaucoup utilisé des poèmes. Par exemple, je me souviens, c'était 70, je crois, les années du Crédif. Il y avait quelques personnes qui faisaient des choix de poèmes pour
pour faire sentir la beauté de la langue, le côté esthétique. C'est une chose qui, ces derniers temps, est négligée. Hein. Mais le point principal, c'est pour moi qu'il est l'expression de s'exprimer et pas d'apprendre la langue. Il l'apprend, bien sûr, mais je veux dire, c'est l'effet secondaire. Hein. J'avais une citation ici, je peux peut-être la retrouver, parce qu'on pense toujours en termes d'objectifs. Mais pour moi, l'objectif, il est dans la préparation, il n'est pas dans la réalisation. Oui, je l'avais tout à l'heure avec l'apnéiste. Hein. J'avais cette idée d'oublier l'objectif. Quand on se met dans une pédagogie du présent et qu'on cherche, tenez, une chose toute simple. Si vous avez une dizaine d'élèves, demandez un jour ou l'autre à l'un d'entre eux de dire une phrase qu'il aimerait dire en français. Une phrase. D'accord ? Vous prenez, et puis ensuite, vous demandez en sous-groupe que les groupes essayent de créer une petite scène dans laquelle cette phrase va apparaître. C'est sa phrase à lui qui va nourrir le groupe. Et c'est-à-dire que j'essaye le plus possible de partir de la personne. Dans certains cas, je fais attention à j'ai fait attention à ne pas être moderne en termes c'est-à-dire à faire ce qui est à la mode à l'extérieur. Si j'enlève la spécificité de ce qu'est l'enseignement, à ce moment-là, c'est un des dangers qui se trouve actuellement avec, je dirais, l'emploi du numérique, qui est une richesse, un enrichissement, mais il faut faire attention de ne pas être une imitation de ce qu'ils aiment déjà à l'extérieur. On se dit, ils l'aiment à l'extérieur, donc on va le faire. Il faut qu'il y ait une autre motivation pour l'utiliser. Donc, j'essayerai de chercher à faire qu'il s'exprime. Et vous le faites avec 2 ou 3, puis un autre jour, vous le faites avec 2 ou 3 autres. Ou bien, l'avantage, c'est qu'il y a un tas de techniques que vous trouverez aussi dans les manuels en partie, mais regardez dans les simulations globales, José pourrait vous en parler. Vous avez des activités dans les simulations globales que vous pouvez reprendre. Hein. Et il y a des thèmes qui parlent à tout le monde. Je me souviens que quand De Bizère avait fait l'immeuble, moi, au même moment, j'avais fait la maison. J'avais trouvé ça amusant qu'on ait eu le même, 2 thèmes complètement différents. Mais ça, le lieu d'habitation, ça peut être une activité intéressante si je pars du participant. Et non pas si j'essaye de lui fournir le vocabulaire de la maison. D'accord ? Okay. La maison de ses rêves, par exemple. Voilà. Bon, oui. Oui, je vous remercie. C'était vraiment le moment que vous avez dit sur utiliser l'écriture. Si elle est nécessaire, c'est très important parce qu'il y a des fois que nous mettons nos élèves à écrire, mais il n'est pas vraiment nécessaire de le faire écrire. Et là, on les démotive, par exemple, je pense. Oui, parce qu'il faut qu'ils aient la fonction. Il faut que la fonction ait un sens. Si la fonction n'a pas de sens, c'est qu'un exercice scolaire. Parfait. Merci, monsieur. Merci Joao pour cette question et à Bernard pour la réponse. Il n'y a pas eu d'autres questions sur le chat, je crois, à moins que Valdemar et Ingrid disent le contraire. Donc on va peut-être se quitter pour aujourd'hui, si personne d'autre souhaite prendre la parole, si cela vous va. Donc juste avant que l'on se quitte, comme le disait Adriana tout à l'heure, donc nous avons clôturé avec cette dernière intervention de Bernard le festival en ligne, au festival Zigno, et à partir de la semaine prochaine, nous avons les rendez-vous de la COP éducative Brésil pour le mois de novembre. Valdemar vous a partagé sur le chat la programmation. Donc, comme vous pouvez le voir, dès la semaine prochaine, nous aurons l'intervention de Marc Audon, qui est formateur de formateurs, formateur TIS, FLE, consultant et fondateur de Modou FLE, qui nous parlera à propos de l'enseignement avec le numérique. Il y aura un autre rendez-vous le 11 novembre, le 18 novembre et le 25 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur IFProf Brésil pour voir tout le calendrier des prochains rendez-vous de la COP éducative. Merci beaucoup Bernard, encore une fois, d'avoir accepté cette intervention, cette participation. Oui Bernard, tu voulais dire quelque chose? Je voulais simplement dire à tout le monde, bonne route sur votre propre chemin.
Merci. Merci beaucoup, Bernard, pour cette jolie phrase de conclusion. Et très bonne fin de journée à tous. Très bonne soirée en France. Et à très vite sur IFProf Brésil. À bientôt. À bientôt, Bernard. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Marie. Merci beaucoup, Bernard. Au revoir. Au revoir. C'était très, très bien, monsieur. C'est très bien. Oui, merci. très bien. Merci, merci. Au revoir. Vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien, c'est super. Très gentil. Bernard, j'ai accompli mon rêve, enfin assister à une de tes formations. Hein. C'est José qui parle. Oui, je te vois. Ernesto. Ok, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.